maison. C'est le moment des informations. Voici les titres de ce présent journal. De l'effervescence sur les quais, 150 pirogues à embarquer pour la Waikinui. Top départ dans 4 jours. Le bateau partira, lui, demain soir, chargé de mille et une illusions. La logistique est tout aussi impressionnante que l'engouement sportif pour cette compétition, sans aucun équivalent sur la planète. Un 26e Polynésien ordonné prêtre, et il est jeune. C'était ce matin à la mission. Tareva a 28 ans et par l'imposition des mains de l'archevêque, il a donné force d'âme à son sacerdoce. L'Église aujourd'hui avait des couleurs de la jeunesse. Le nouvel abbé a eu cette vocation à l'âge de 7 ans. Son histoire dans un instant. Le samedi soir, c'est musique. Ce soir, partition dans le triangle polynésien. Le cousinage avec Hawaï est une évidence. Eh bien, ce soir, nous irons colorer notre journal de ses chants et de ses danses. Voici notre invité. Kaweilani Tiwira est avec nous, vous le voyez, prêt à faire rythmer des notes joyeuses et aimantes. Nous parlerons de musique et de ses passions et de son univers culturel. Depuis 2 mois, il a créé une école ici, dédiée au pays de sa grand-mère. À tout à l'heure et merci. Un petit point d'écart, la Nouvelle-Zélande a le noir vif de la déception. L'Afrique du Sud signe un 4e sacre mondial à Tahiti. Cette finale, ce n'était pas l'effervescence des diffusions sportives, mais on a eu le cœur serré pour le voisin néo-zélandais. On voit ça tout à l'heure, à la fin de ce présent journal. Et dans les coulisses, le bruissement des motivations, l'envie d'y être, d'en découdre déjà. Et quand demain, le bateau partira dans le soir, la lumière de mercredi matin, déjà en scénario, les compétiteurs de la Waikinui sont sur les quais et leurs pirogues sur le grand navire. Une logistique d'ampleur à l'image de la plus grande course du monde. 3 jours de compétition, 130 km et des fourmis dans les bras. Vivement le combat sur les flots. Reportage ce matin ici à Papeete, Melissa Chong avec les images de Jérôme Lee. C'est parti. 150 kilos à la force des bras. À 4 jours de la Waikinui Va'a, l'embarquement des pirogues à bord du Tahiti Nui 8 est un moment important pour les équipes engagées. Ça fait du bien de se retrouver, de voir toutes les centaines de pirogues qui sont en train d'embarquer. Hein. Tu vois que la grande course arrive. Hein. Tout le monde est en train de se préparer tranquillement et voilà, le grand jour, il s'approche. C'est un grand événement pour tout le monde, hein, donc c'est un peu la fête. Est-ce que vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt. Je pense que tout le monde est prêt. Nous, on est prêts. 150 pirogues rejoindront les Raromatei dès dimanche soir, mais voilà, leur débarquement demande plus de logistique qu'à l'accoutumée. Afin de respecter des normes de sécurité et des clauses d'assurance, le cargo ne pourra pas beacher, mais plutôt accoster dans les îles. On a revu un peu hier avec la direction et tout donc de la flottille, l'organisation donc de l'arrivée de Tahiti 8 qui va se rapprocher un peu plus. Le plus près possible donc du parc à vente puisque ça nous permet donc d'accélérer un peu mais avec une barge. Et ça nous demande une logistique en plus. Le terme beacher signifie que la coque du navire touche le fond de la mer. Selon le capitaine, il y a eu une mauvaise interprétation de ce terme. Par exemple, dans ce cas-là, si tout le monde utilise le terme comme elle veut, donc là, dans cette position, nous sommes également beachés, alors que c'est faux. Puisque le fond du navire ne touche pas le fond de la mer. Donc nous, on appelle ça accosté par l'avant. Dès mercredi, tous les yeux seront rivés sur la 30e édition de cette course mythique qui accueillera plus de 200 équipages, toutes catégories confondues. Et carnet noir pour la famille Duva qui pleure l'un des siens, Jean Wangassoy, un pilier dans le monde de la pirogue, il nous a quittés ce matin à l'âge de 88 ans. La première, évidemment, s'associe à la douleur de la famille. Beaucoup de jeunes ce matin à la mission et pour cause, l'ordination d'un nouveau prêtre, Tareva. Il a 28 ans et il est haïtien. Son cheminement dans la foi et vers le sacerdoce a débuté à l'âge de 7 ans. L'âge de raison, dit-on. L'archevêque, par l'imposition de ses mains, en a fait un membre de son presbytérium. Un reportage pour un don d'église et un appel pour cet homme très ému au long de cette cérémonie. Signature Kaline Liénard. Le plus jeune prêtre de Polynésie, Tareva Tahiti, a reçu l'appel de Dieu à l'âge de 7 ans, l'âge de raison. 21 ans plus tard, il concrétise ce rêve prémonitoire. J'ai vécu ma vie de jeune, comme tous les jeunes, et puis l'appel est revenu en 2011. Et donc depuis, j'ai découvert la figure de Christ, serviteur. Voilà. Le Christ, le bon papa, le Christ, celui qui est proche des gens, voilà. Le Christ, celui qui est à l'écoute. Quelle est la mission qui vous tient à cœur? Voilà. Comme le pape François le dit, voilà, l'option préférentielle pour les exclus, pour les pauvres, pour ceux qui sont à la marge, voilà, pour toutes les personnes qui sont sur le bord de la route, qui ont besoin d'être relevées, d'être soutenues. Pour suivre sa vocation, Tareva est parti 6 ans étudier la théologie à Orléans,
Un parcours inspirant pour la jeunesse polynésienne qui s'est déplacée en grand nombre pour cet événement. C'est un moment de plaisir et de joie pour nous aussi, la jeunesse, parce que lui, il est un modèle pour nous, un modèle à suivre, parce que ce n'est pas facile de suivre la voie de Dieu. Je suis fier de lui aussi, hein. Il est jeune, donc il montre plutôt l'exemple à tout le monde, quoi. Surtout à nos jeunes d'aujourd'hui, de le suivre et de suivre le chemin de Dieu. Pour nous, la jeunesse, ce sera extraordinaire de vivre avec la liturgie tahitienne et la liturgie d'un jeune. L'ordination presbytérale de Tareva, une consécration pour sa famille également, le terreau fertile où il a fait grandir sa foi. Aujourd'hui, ton fils va servir le Seigneur comme si vous aviez donné votre fils au Seigneur. C'est une fierté. On est au Seigneur, on l'a donné au Seigneur. Et c'est avec grande joie qu'on a donné notre fils au Seigneur. En tant que maman, c'est pas difficile de l'avoir vu partir pour faire ses études? Oh, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Le 26e prêtre polynésien vit un rêve éveillé. Tareva est nommé à la paroisse Sainte-Thérèse de Taunois, le lieu de culte de son enfance. Image colorée signée Juan Poutourou. À la foire d'automne, à côté des emplettes, des moments inattendus, porteurs d'utilité publique. Ainsi en est-il de la délégation Épilepsie France de Tahiti. Ces bénévoles sont là pour expliquer et informer au sujet d'une maladie qui n'est pas toujours très connue. Et pourtant, ici, elle concerne au moins 1500 personnes. Des conférences ont lieu et puis les bons gestes sont également détaillés pour s'assurer de bien accompagner les personnes en cas de crise. La présidente nous en dit plus au micro de notre collègue Jérôme Lee. Nous l'écoutons. C'est l'affaire de tous, si des responsables politiques, au niveau des écoles. On a besoin de tout le monde pour la prise en charge de la maladie. Sinon le confort, le bien-être d'une personne épileptique, il peut pas au niveau socialisation, il ne peut pas bien vivre. Et ça, c'est très difficile. Il y a plusieurs formes d'épilepsie. Tout le monde connaît la crise généralisée convulsive où la personne tombe par terre. Donc ça, je dirais, c'est un peu facile. C'est vrai que ça fait peur parce que vous voyez la personne tomber. Pour cette crise-là, il faut dégager tout ce qui est dangereux, hein, et laisser la personne finir sa crise et ensuite mettre la personne en position PLS. Pour vous qui n'avez jamais vu une personne en crise, appelez les secours. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, il y a les absences où la personne a toujours les yeux ouverts. Vous ne savez pas, peut-être pas qu'il est en pleine crise. Ça, c'est pas évident à savoir qu'il est en train de faire une crise d'épilepsie. Hein. Un chemin d'espérance est un moment important dans la perspective du classement des marquises au patrimoine de l'UNESCO. Une mission d'experts a arpenté les 6 îles pour étayer un rapport qui servira de base à la décision finale. Des expertises qui concernent autant le patrimoine naturel que le patrimoine culturel de cet archipel à nul autre pareil. La mission a pris fin aujourd'hui, notamment du côté de la présidence. Présidence pour une prise directe où nous attend Joseph Kaya. Bonsoir Joseph, vous êtes vice-président de la CODIM. Alors, premier bilan de cette rencontre avec ces experts qui ont vraiment arpenté le territoire, votre territoire si cher des Marquises. Comment ça s'est passé ? Kauhanui Stéphane, Kauhanui à la Polynésie tout entière, les îles Marquises. Je dirais que la mission, oui, comme vous l'avez souligné, s'est terminée déjà hier et le bilan aujourd'hui au niveau de la présidence, on qualifiera cette mission sur le terrain de l'archipel une prise de contact de la réalité de la proposition de classement à l'UNESCO de l'archipel des Marquises avec les différentes visites qui ont été réalisées sur les 6 îles. Dans chaque vallée visitée, ils ont ressenti cette ferveur de l'accueil, également la beauté des différents sites et puis la particularité également de ce volet culture et nature concernant l'archipel des Marquises. Il n'y a pas que cette beauté de la nature et de la culture, il y a également l'humain au centre de cette beauté naturelle et culturelle. On peut qualifier cette mission une réussite avec bien sûr cette cohésion entre les experts de l'État et surtout de la Polynésie française et puis cette unité au sein de cette cohésion à travers des experts et surtout de l'implication de la population marquisienne pour ces 2 semaines de mission des experts au niveau de l'archipel des Marquises. Des experts de haut niveau, internationaux. Est-ce que vous avez pu avoir quelques confidences de leur part ou pour l'instant c'est l'hermétisme qui gagne dans leurs propos ?
Pour l'instant, le bilan qui a été fait rapidement cette matinée au niveau de la présidence, moi je pense que ce sont des intentions à chaud après 2 semaines de visite sur le terrain, parce qu'ils vont dresser un rapport d'ici le mois de novembre. Il y aura certainement des préconisations, des recommandations qui iront jusqu'au mois de février, comme vous l'avez signalé. Le verdict, ça sera en juillet 2024. Je peux dire, et ici remercier la totalité de la population des Marquises, donc chaque vallée, sans oublier une école bilingue qui a participé avec un accueil chaleureux. Voilà, merci à cette population qui s'est mobilisée au niveau de l'archipel des Marquises, et surtout le travail considérable des experts, en remerciant sans oublier notre vice-présidente, ministre de la Culture, Eliane Tevahitua. Kauhanui, apai. Joseph, au-delà de la décision, on croise les doigts évidemment, mais c'est quand même une belle aventure, et ce rapport, ce dossier, ça a encore resserré les liens entre vous. L'amour déborde entre les 6 îles. On peut le dire vraiment ce soir, hein. C'est plus qu'important. Je pense que c'est vital pour la Polynésie française et puis l'excellence avec un reflet pour la nation française au travers de ce dossier des Marquises. Merci. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci de nous avoir accueillis depuis la présidence, vice-président de la CODI. Merci beaucoup, Joseph Kaya. À très bientôt sur nos antennes. Une stèle pour honorer tous les Polynésiens décorés de la Légion d'honneur. Le projet a vu le jour il y a quelques années. Il a été inauguré par les officiels hier, vendredi matin. Sur le monument, plus de 150 noms de citoyennes et citoyens qui, par leur engagement et leur mérite, ont servi avec altruisme leurs prochains au nom des valeurs de fraternité. La stèle, vous le voyez, est au square Bougainville. Le maire de la ville en est heureux. Il le dit d'ailleurs à notre confrère Jacques Damour. Nous l'écoutons. Il n'y a pas que les militaires qui ont servi la République. Il y a aussi des personnalités d'exception qui ont servi la République à titre civil. Et lorsque le président de la section locale de la Légion d'honneur, Tanté Boissin, est venu me rencontrer pour me demander si on ne peut pas faire un événement particulièrement destiné à nos personnalités d'exception, qui ont tous ces mérites, qui ont le mérite d'avoir été reconnus par la République. Et donc j'ai dit tout de suite oui. Et aujourd'hui c'est chose faite, je suis très content et je remercie particulièrement mes ouvriers de la mairie d'avoir entrepris ces travaux à toute vitesse. Dictant inauguration pluvieuse, inauguration heureuse. Samedi, vous le savez, c'est la place donnée à la musique sur la première. Voici le jingle pour l'entrée des artistes. Et ce soir, on va voyager avec notre invité Kaveilani Teoura. Bonsoir. Bon. Une petite musique hawaïenne pour nous donner un petit peu le là de notre rendez-vous. Merci pour ce morceau d'introduction. Kaveilani, on a le sentiment que cette musique, c'est une musique qui sait parler aux sentiments, aux passions. Elle donne envie d'être amoureux, en tous les cas. Pour le profane que je suis, c'est le sentiment qu'elle dégage comme ça. Alors oui, que quand on chante hawaïen, on danse hawaïen, quand on vit cette culture-là, on doit le faire avec le cœur. Voilà, hein, c'est le cœur qui doit parler. Un monarque disait, l'avant-dernier monarque de Hawaï disait The hula is the heart of the Hawaiian people. Vous, le cœur, il parle doublement parce que vous êtes tahitien, mais vous avez des racines là-bas par votre grand-mère. C'est vraiment une affaire d'affect, là. Hein, oui, c'est ça. Et c'est une fierté, c'est même quelque chose d'indescriptible. C'est l'amour que je porte pour cette culture, voilà, tout simplement. Et vous avez envie de la partager. Vous avez créé une école autour de la culture hawaïenne. Pourquoi ce besoin de transmettre ici à vos contemporains tahitiens, à vos frères tahitiens? Alors, c'est tout simplement cet amour de la culture qui m'a fait, voilà, justement, faire... ouvrir cette école. Moi, je suis à l'Aka'i. Donc, moi, j'ai un professeur à Hawaï. Il se nomme Frank Hewitt, Kumuhula Frank Hewitt. Voilà.
Mais dans votre école, on fait quoi? De la danse, de la musique? Alors oui, on apprend la langue, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait de tout. Quand on fait du hula, c'est pas simplement du hula. On fait beaucoup de choses. C'est la culture qu'on apprend, c'est-à-dire, oui, voilà, des chants, des danses, la langue, et voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Il y a beaucoup d'appétit de la part des Polynésiens d'être en fusion avec la culture hawaïenne, ou c'est encore un domaine un petit peu inconnu qu'on connaît à travers des grands titres qui passent sur les plateformes musicales, mais est-ce qu'on a vraiment une connaissance fine de ce qu'est le cousin hawaïen quand on est haïtien? Non, je pense pas qu'il y ait... je pense qu'il y a plutôt une façon de voir, c'est tout. Il n'y a pas le... on ne connaît pas encore le fond, voilà, c'est seulement des images qu'on voit sur la danse hawaïenne. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour caractériser cette culture, cette danse, cet état d'être hawaïen? Quel est-il? C'est justement d'être, d'aimer ce qu'on fait et d'être là où il faut. Enfin, de toute façon, quand on est là à quelque part, c'est sûrement voilà, qu'il fallait qu'on soit à cet endroit-là. Est-ce que vous sentez un amour de soi très fort de la part des Hawaïens envers eux-mêmes, envers leur culture et la manière de se définir par rapport au monde? Vous sentez vraiment ces vibrations? Oui, beaucoup, beaucoup. Je sens qu'il y a cette unité, cette harmonie entre Hawaïens par rapport à la culture, par rapport au pays. Voilà. Et quand on est à Hawaï, est-ce qu'on a un regard tendre, complice avec le monde de la Polynésie française, ou c'est encore un territoire un peu lointain pour les gens qui vivent à Hawaï? Ouais, on a un regard un peu quand même tendre, je peux dire, oui. Et la musique hawaïenne a conquis le monde? La musique hawaïenne a conquis le monde, oui, parce que c'est connu dans le monde entier, hein, au Japon, au Mexique... Et bientôt ici au Fénois, grâce à vous. Votre école se déroule où? C'est à Punaoya, c'est à Papeete? Alors oui, nous avons donc 2 emplacements. Alors, nous sommes situés à Adoué, derrière Carrefour, pour le premier centre. Voilà. Et ensuite, nous venons d'ouvrir aujourd'hui notre 2e salle de danse hawaïenne à Punaoya. Bon, le bébé a 2 mois, il se porte bien. C'est ça. Vous restez avec nous? Oui. On va écouter, pour finir ce journal, une nouvelle musique hawaïenne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur la première. Encore en bol d'air dans ce journal et des éclats de vie dans nos archipels. C'est la tournée de la première au comptoir de l'information de proximité. Tour d'horizon avec un départ à Maïni. Signature Chiquita Taïba avec nos correspondants bienveillants. Quand la population des Tuamotu ne peut pas se déplacer sur Tahiti, ce sont les administrations qui viennent à elle. À Manhi, les agents du CEFI, de la CPS, de la DEPAM, la CCSM et aussi un juge forain ont fait le déplacement pour le plus grand bonheur de la population. Il faut toujours, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour descendre à Tahiti pour aller voir tout ce qu'on a besoin. Alors, il faut bien profiter tant qu'ils sont là. Oui, c'est utile et important aussi pour nous, Arabes des îles, le fait de faire des papiers, il y a beaucoup de choses à pouvoir rencontrer aussi, la CCSM, la CPS, parce que c'est trop loin pour nous pour les rencontrer, le fait qu'ils viennent eux-mêmes sur les îles. Alors ça nous permet alors de régulariser certains de nos papiers. Je trouve que c'est une très bonne chose, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ne le font pas souvent dans l'année, voire une fois par an. Prochaine escale pour la tournée administrative, Takarua et Takapoto. La grippe saisonnière sévit toujours sur l'île Sœur. La campagne de vaccination, elle, se poursuit à l'hôpital de Afreaitu, mais aussi dans les pharmacies. Les personnes vulnérables sont invitées à se faire piquer car les conséquences peuvent être graves. On cherche à vacciner essentiellement les personnes fragiles, les personnes âgées, en longue maladie ou les personnes qui sont immunodéprimées afin de ne pas faire de grippe grave. Il faut savoir que la vaccination protège contre les hospitalisations et les décès. Ça n'empêche pas de l'attraper, mais par contre, ça empêche d'en mourir. Selon les médecins, le vaccin en vigueur est tout à fait adapté au type de virus qui circule. Il peut se faire à l'hôpital de Afreaitu, chez son médecin traitant ou dans les pharmacies. Comment récolter 50 tonnes d'ananas par hectare comme à La Réunion au lieu des 20 tonnes habituelles? 2 agriculteurs de La Réunion sont venus partager leur savoir-faire avec les professionnels de Moorea.
Ils plantent des rejets comme les anciens ont fait. Et nous, on est revenus donc au bulbi ou aux couronnes. Et je pense qu'on s'est trompé. Et je pense qu'on va revenir à l'ancien, comme ils le font à La Réunion, et comme nos anciens ils le faisaient. Et là, aujourd'hui, vraiment, si on a, dans tout le domaine de l'agriculture, si on fait cette façon de travailler, amener des agriculteurs d'ailleurs, et puis voir et faire des échanges avec nous, c'est le plus beau. Objectif affiché de la direction de l'agriculture, augmenter le rendement des producteurs d'ananas. Les agriculteurs séduits espèrent justement un coup de pouce du pays. Et du sport, avant de se dire au revoir en rugby, l'Afrique du Sud est champion du monde d'un petit point face aux All Blacks. Une finale qui n'a pas attiré la foule des grands jours ici dans la capitale. À Papeete, les spectateurs locaux ont tous soutenu leurs cousins du Pacifique. Malgré un match de qualité, la plupart étaient déçus du résultat final. Reportage Ismaël Tayata avec la caméra de Patita Sabea, une petite larme à l'œil. Les jeux sont faits et la victoire acquise pour l'Afrique du Sud. Dans le public, aucune réaction ou presque, comme si la victoire des Springboks était passée inaperçue. Mais loin de là. J'aurais préféré les Blacks, j'aurais préféré les Français d'abord, mais bon, c'est comme ça. Hein, mais bon, c'est la loi du sport, les meilleurs gagnent. Les Blacks n'ont pas su faire ce qu'il fallait. Perdu un gros joueur, très très gros joueur. C'est voilà, déception. Ils ont eu une bonne défense. Ils ont joué à l'équerre aussi. Je pense que c'est plutôt ça. Les Sud-Africains ont été très bons. Les All Blacks ont fait trop d'erreurs. Ils n'ont pas été en mesure d'exploiter les nombreuses opportunités pour marquer des points. Aujourd'hui, ils n'étaient pas assez bons. L'Afrique du Sud avait une bonne équipe. Les All Blacks respectent l'Afrique du Sud. Ils méritent leur victoire. Parmi les supporters des All Blacks, un seul petit groupe d'irréductibles. C'était un peu intense le match, mon frère. C'était un bon match. Ça, c'est match de finale, tu vois. Pas trop de tension, mais un peu de tension. Hein. Non, mais le match. Ah, oui. À chaque fois que New Zélande marque des points, à tout le monde qui grillait là. Et avec un seul Afrique du Sud, c'est lui qui est devant nous. Alléluia. Et pourtant, durant une bonne partie du match, les All Blacks du Fénois avaient encore l'espoir de gagner. On était à 6-12 là. Et comme je te l'ai dit avant, ouais, ils vont gagner la Nouvelle-Zélande. C'est que des cousins, hein, là. Forcément, on va gagner, même s'ils sont en effectif restreint. Tu vois, là, ils viennent de marquer, là. Et là, ils vont rattraper les Springboks. Là. Ils ont perdu un joueur qui était sorti sur un coup de tête. Les Sudaf aussi, mais bon, lui n'est pas parti en rouge. Bon, on va rediscuter. Maintenant, c'est l'arbitrage qui décide, donc bon, on fait avec. Mais pour le moment, les Blacks sont là, ils tiennent la route et c'est bien, ils sont au combat. Les All Blacks ont battu l'Irlande à 2 reprises. Je soutiens l'Afrique du Sud. 3 Coupes du Monde pour les All Blacks et ce 4e sacre pour les Springboks propulse l'Afrique du Sud sur le toit du monde. Un beau moment de convivialité ici dans les rues de Papeete. C'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information sur la première. Vous le savez, la tradition veut que nous répétions l'information principale de la journée. Eh bien, elle concerne la Waikinui avec de la logistique version XXL pour le départ des pirogues demain soir vers les îles sous le vent. 150 va à transporter et déjà des rêves à l'âme marine sur les quais. La Waikinui, c'est mercredi, le départ évidemment sur les antennes de la première télé, radio et Internet. Voilà donc pour ces images toujours sympas à quelques jours de ce grand rendez-vous. Programme de la soirée le samedi soir, vous le savez, c'est fiction et les séries que vous aimez avec Legacy. Et puis ensuite, Meurtre à Sandam, toujours dans une petite île vers le pôle Nord. Il s'y passe des choses. Voilà donc pour ce journal de ce soir. Réveil radio pour l'information demain matin avec la signature de Myriam Toumatariri pour les informations en français. Demain soir, 19h, journal télévisé en français. Et vous le comprenez, on termine en musique avec notre invité de ce soir, Kabe Ilani. Musique évidemment venue d'Hawaï. À vous, maestro. Bonne soirée à tous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.